Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. On va patienter encore quelques minutes jusqu'à ce que tout le monde soit là. Donc on va démarrer. Je vois que presque tout le monde est déjà là. Alors on va démarrer avec la présentation et puis on consacrera du temps pour parler des autres détails. Alors bienvenue tous et toutes à ce webinaire sur l'interopérabilité fondée sur les normes. Je m'appelle Anita Mittal. Je suis leader de l'initiative de la convergence numérique. Alors, je vais vous indiquer des choses par rapport à cette session. Alors, vous pouvez poser vos questions dans la messagerie. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les laisser dans la messagerie. Si vous pouvez vous présenter dans la messagerie, mettre votre nom, votre prénom, et vous pouvez même poser vos questions, puis on va essayer d'y répondre. On a aussi l'interprétation simultanée disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Alors vous pouvez cliquer sur l'icône en bas à droite de l'écran, vous allez voir le globe et vous pouvez choisir votre langue. Cette session va être enregistrée. Alors, on espère que vous ayez accepté cela. Alors, on va démarrer l'enregistrement et puis c'est parti. Alors, voyons notre agenda pour aujourd'hui. On va démarrer avec une présentation. C'est moi de présenter l'agenda. Je vais vous parler du contexte. Je vais vous donner la bienvenue. Donc, j'espère que vous êtes déjà au courant avec le DCI. Ça va être une présentation assez brève. Après, on va avoir une présentation de l'équipe Digiteam sur CAMS. Après, ils vont approfondir par rapport à cela. Par la suite, on va avoir la partie la plus importante, la plus intéressante. On aura des démonstrations DPG. Alors, on va parler sur l'interopérabilité, on va parler des normes. Donc, vous allez voir des cas d'études par rapport à la protection. Donc j'espère que la loi de Murphy ne va pas s'appliquer à ça. Par la suite, on aura un moment pour que les participants et les participantes puissent poser leurs questions. On aura aussi des réponses et les présentateurs et présentatrices vont s'occuper de ça. Par la suite, on aura un moment pour discuter par rapport aux perspectives de chaque pays. Ça va être une discussion très intéressante. On va voir On va aborder tous les sujets dont on a parlé et puis pour clôturer la session, on aura des conclusions. Alors, pour cette réunion, on aura moi-même, puis on aura Romina Fernandez, on aura Mohamed Al-Menfi, c'est le modérateur, puis on aura trois panélistes, on aura Jorge Diaz, Lamine Fall et Dominique Lescassi. Ils vont représenter le Sénégal, le Pérou et le Pakistan. Donc après les discussions des panélistes, on aura aussi des présentateurs. On aura Ganapati, Sunil, Jérémy, Edouard et Rachik. Alors vous allez les entendre d'ici très peu. Alors, on reprend la question qu'on a posée au début.
Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'initiative pour la convergence numérique? C'est une initiative qui vise à soutenir la transformation numérique des systèmes de protection sociale. Alors, cette initiative a été fondée par des partenaires du gouvernement allemand. Donc, on a 5 partenaires. On a la GIZ, on a l'International Labour Organization, le World Bank, Expertise France et FIAP. Donc, l'idée, c'est d'élargir cela à d'autres secteurs privés, à d'autres représentants de chaque pays, à des experts et avoir d'autres initiatives similaires. On a eu des personnes qui nous ont soutenus depuis le premier jour. Alors, on va continuer. Alors, par rapport à l'approche, comment est-ce qu'on va atteindre cette transformation? On a 4 piliers. Le premier, c'est le partage des connaissances. Alors, on va travailler avec des événements, on va prendre en compte l'interopérabilité, on va assurer le partage des connaissances par rapport aux produits, grâce au rapport. On va utiliser des cas d'études qui peuvent bien saisir les meilleures pratiques pour mettre à l'œuvre la protection sociale numérique tout en assurant la privacité et les protections numériques et l'inclusion. Puis le deuxième pilier va être les normes techniques globales. Donc l'idée, c'est d'assurer que les efforts soient bien harmonisés avec les standards techniques pour assurer aussi l'interopérabilité. Donc, on a essayé de développer les normes et on a aussi aidé les pays à mettre à l'œuvre ces standards, ces normes, dans le cadre de la protection et des mesures de protection en matière de protection numérique, sociale. Donc, on a aussi fourni de ressources financières et techniques dans le cadre, au niveau de 21 pays choisis. Donc, on a eu la présence au niveau de ces 21 pays pour mettre à l'œuvre ces mesures de transformation numérique et sociale. Donc, on a aussi tenu en compte le soutien technique, l'assistance technique aussi pour tous les aspects de la transformation numérique, dont la mise à l'œuvre, les normes, les standards. Donc, on a mis l'emphase sur cela. Si quelqu'un est intéressé à savoir un peu plus par rapport aux normes pour cette mise à l'œuvre, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, finalement, on a aussi assuré la formation et le développement en matière de capacité. Donc, on a organisé des programmes de formation, on a atteint pas mal de personnes, on a mis en pratique des modules d'apprentissage en ligne. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'interopérabilité? C'est la communication entre les systèmes. Donc, l'idée, c'est de rendre la mise en œuvre de la protection sociale beaucoup plus rapide. Et en même temps, l'idée, c'est d'exploiter pleinement leur potentiel. Les systèmes numériques doivent être capables de parler entre eux, d'être interopérables. Et alors, comment est-ce qu'on va atteindre cela? Bon, on va se baser sur les normes d'interopérabilité. Alors, ces normes vont établir des règles communes qui régissent la communication entre les systèmes en utilisant des processus, des standards et des API. Alors, comme vous allez voir sur la diapositive, on a déjà publié 7 standards d'interface. Donc, il s'agit des standards qui vont concerner les systèmes. Alors, tous ces standards ont été développés grâce à l'aide
de 75 experts qui représentent 35 institutions partenaires. On a des représentants de 15 pays qui ont assuré que les perspectives et les approches des personnes soient bien représentées. On passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les normes sont déjà prêtes à utiliser et on a aussi une assistance pratique qui est fournie pour leur adoption et leur mise en œuvre. On est aussi à disposition pour répondre aux questions par rapport aux standards, comment on peut le mettre à l'œuvre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour mieux comprendre de quoi s'agit-il lorsqu'on parle des standards. Donc, voilà, quels sont les avantages de mettre à l'œuvre ces standards. Donc, cela peut contribuer à accélérer la transformation numérique des services sociaux. Donc, ça va vous permettre de combiner les logiciels modulaires et cela va vous permettre de le faire sans avoir un impact au niveau de la protection. Ça va aussi réduire le temps et le coût lié à la création d'interfaces personnalisées pour chaque système. Alors, les deux systèmes peuvent être développés en parallèle et ils peuvent être connectés et être prêts à l'usage et aussi prêts pour l'avenir. Donc, il faut bien comprendre quel est le point qu'il faut connecter. Par exemple, si je dois parler aux autres personnes, donc il faudra améliorer encore plus ma solution. Et pour cela, il faut toujours être en conformité aux normes et aux standards d'interopérabilité avec d'autres systèmes. Donc, ces standards ne sont pas statiques, ça se base sur les retours et sur les expériences au niveau de la mise à l'œuvre et des développements en matière de technologie. Donc, on va toujours mettre à jour ces standards et on va vous communiquer quelles ont été les dernières mises à jour. Donc, voilà pour ma présentation. Maintenant, je vais passer la parole à Romina. Elle va s'occuper de la présentation par rapport au camps. Ok, merci beaucoup Anita. Voilà, c'est Romina qui vous parle ici. Je vous parle de la part de l'équipe CAMS, du département des services numériques de la Commission européenne. Donc, je suis ravi d'être ici et de vous partager cette présentation. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAMS? C'est une méthode commune d'évaluation des normes et spécifications. C'est fait partie du guide européen pour l'évaluation, la sélection et la justification des normes et spécifications dans les projets d'administration en ligne. L'idée, c'est que le fournisseur de services puisse répondre aux besoins en matière de projets gouvernementaux. Donc, cela a été mis à jour pour assurer une bonne mise à l'œuvre. Donc, vous allez voir pas mal d'initiatives qui ont été mises à l'œuvre au niveau de l'Union européenne, du cadre de travail sur l'interopérabilité européenne, et on a suivi les recommandations et les principes d'action, et on a aussi compté avec le soutien du Fonds numérique pour la technologie et les services au niveau européen. Alors, on a commencé à répondre aux besoins qui sont en dehors de l'Europe. Lorsqu'on développe des services numériques, cela veut dire qu'on s'est assuré que tout cela soit interopérable et qu'on puisse atteindre d'autres pays en dehors de l'Union européenne. Donc l'idée a été d'éviter toute barrière numérique et de développer des solutions qui nous permettent d'échanger des informations et de les traiter de plusieurs manières. Donc pour cela, CAMS a développé pas mal d'outils. Cette méthodologie a évolué et ça a permis de développer différents outils. Ça a permis de répondre au cadre de travail, de répondre aux différents propos. On a pris en compte les vocabulaires et on a aussi utilisé des évaluations et des enquêtes pour mieux comprendre quelles sont les étapes à suivre et les éléments
pour chaque évaluation. Donc, une fois qu'un standard a été évalué, cela peut s'appliquer à différentes choses. Donc, cela peut être enregistré pour des consultations publiques ou pour d'autres parties impliquées. Donc voilà, je vais vous partager aussi des solutions qu'on a trouvées. Alors d'abord, on a l'évaluation CAMS pour le cadre européen. C'est une approche basée sur une enquête qui vise à évaluer la conformité des spécifications avec le cadre européen d'interopérabilité. Ça a été aussi recommandé par le cadre européen d'interopérabilité. Donc l'idée, c'est de fournir une approche qui soit indigne, qui soit disponible publiquement, qui puisse être consultable de manière gratuite et de manière autonome. Mais vous pouvez toujours vérifier ça par vous-même. L'idée, c'est de suivre tous ces critères d'évaluation et pour voir dans quelle mesure vos standards et vos spécifications répondent aux besoins en matière d'interopérabilité. Oui, Romina, je pense que vous avez des problèmes de connexion, peut-être? Oui, j'ai vu. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Ok, oui, on peut vous... Oui, ça va maintenant. Ok, j'ai vu que mon écran avait gelé. Ok, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Alors, comme je vous disais, on parlait des différents scénarios. Je vous demande de revenir à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors... Comme je vous disais, cette évaluation nous permet d'avoir une approche basée sur une enquête en ligne. Alors, en prenant en compte le scénario international dont je vous parle, c'est vrai que c'est très important de tenir en compte cette interopérabilité, ces critères et toute la législation européenne. Il faut tenir en compte l'aspect légal de l'interopérabilité dans le cas de contexte qui ne soit pas l'Union européenne. Donc, vous pouvez tenir en compte les différentes lois et les différents aspects techniques. Voilà l'approche pour cette partie. Alors, dans la prochaine diapositive, comme vous avez déjà vu, une fois que l'évaluation a été faite, on peut l'utiliser pour différents propos. Donc voilà un aspect fondamental. Une fois que cela a été évalué, une fois qu'on a évalué les spécifications, on va saisir toutes les données dans la librairie d'évaluation CAMS. Cela va inclure toutes les spécifications et les normes et vous pouvez le vérifier librement et vous pouvez le réutiliser ou les deux parties impliquées peuvent le réutiliser au besoin. Donc d'un côté, on a les parties impliquées qui vont saisir leurs propres données et d'un autre côté, on aura nos propres équipes et nous-mêmes qui vont vérifier de manière permanente et proactive quelles ont été les spécifications clés qui peuvent nous permettre de valider la conformité au niveau de l'interopérabilité pour s'assurer qu'on puisse fournir une librairie et une source de données bien exhaustive. Alors, voilà les spécifications de notre collaboration. Nous avons commencé vers la fin de l'année dernière où DCI a demandé de notre collaboration avec l'équipe CAMS pour réviser et évaluer quelques spécifications
Ici, nous continuons notre travail avec DCI et avec d'autres spécifications. Il y a plusieurs sujets qui sont chers à l'initiative DCI. Et comme vous voyez, nous avons pu conclure l'évaluation et nous avons révisé les spécifications qui ont pu s'accorder aux recommandations et aux besoins. Et nous avons déjà publié pour qu'ils soient consultables et disponibles pour qui veulent les utiliser pour d'autres objectifs ou pour utiliser ces illusions. Nous continuons à travailler avec l- l'autre spécification et nous continuons à avancer et nous avons commencé avec des spécifications que vous voyez qui sont déjà conçues. C'est là pour vous donner un aperçu de notre collaboration du, du côté du conseil du CAMS. Et je conclus avec cette diapositive et vous voyez comment vous pouvez nous contacter. C'est beaucoup d'informations à digérer. Alors, nous avons une communauté dans ces portails interopérables qui contient toutes les informations sur l'interopérabilité. Et vous pouvez nous trouver ici et toutes les informations nécessaires que dont vous avez besoin sur CAMS. Et si vous voulez me contacter, après, vous pouvez me consulter ou vous pouvez me contacter par email aussi. Comme vous voyez, il y a mon adresse email. Merci de votre attention et je m'excuse du problème technique. Merci, pas de problème. Merci de votre présentation très claire sur la promotion des valoirs. Nous sommes très reconnaissants de tout le soutien de l'équipe CAMS dans votre évaluation et votre aide dans l'évaluation et l'amélioration du standard. Voilà, maintenant je passe à la prochaine session de l'ordre du jour, qui est la démonstration en vif. Pour cela, j'invite Dave de CIVS pour commencer. Vous avez la parole, Ed. Merci, Anita. Je m'appelle Ed Dafos. Je suis le cofondateur et CEO de OpenCRVS sur comment préparer la présentation. OpenCRVS et registre les actes de naissance, les divorces, etc. pour des pays à moyen revenu. J'ai le plaisir de vous présenter quelques cas d'usage. La présentation va avancer de la prochaine manière. Je vais vous donner une diapositive de flux que vous allez voir qui va vous montrer l'interopérabilité entre une série de différents biens numériques. Et après, nous aurons une démo par ma collègue Ada. Voilà le premier cas qui nous montre l'interopérabilité entre trois biens interopérables. OpenCVRS, MOSIP et OpenG2P, le système de paiement du gouvernement. Quand nous faisons des démos, nous allons démontrer notre plateforme qui marche isolée. C'est un plaisir, en effet, de vous montrer comment les biens interopérables peuvent interagir à travers les spécifications DCI pour avoir une valeur complète d'un bout à l'autre des cas d'utilisation que vous allez voir. En particulier, à la mesure que les gouvernements mettent en œuvre des services numériques pour le public, pour les agents finaux. Alors, je vais vous montrer ce flux et je vais essayer de mettre l'accent sur ce que ça veut dire pour les agents finaux. Vous voyez, dans la couche euh, supérieure, c'est le premier pas, le flux qui commence avec l'enregistrement de naissance jusqu'à la fourniture d'un soutien pour la jeune mère et pour l'enfant. Au milieu,
Cela décrit ce que ça veut dire pour la famille et pourquoi la fourniture de ces services en format numérique et l'interopérabilité, comment cela soutient la famille. Et en bas, vous voyez une série de systèmes qui sont engagés. OpenCVRS, e-wallet. Et sans m'attarder dans le détail, je vais vous commencer avec la déclaration de naissance. Les parents déclarent la naissance dans une installation de santé et ils fournissent, cela veut dire qu'il y a un accès facile pour les parents après la naissance de l'enfant. C'est essentiel pour les jeunes femmes. Le système engagé serait la déclaration en CRVS et la plupart est utilisée à travers la signature électronique. On va identifier les parents, l'identité des parents. Et le deuxième pas est d'enregistrer la naissance et de créer l'identité. Dans OpenCRVS, un processus formel de révision et enregistrement s'ensuit. Les tailles de naissance sont enregistrées dans le système et l'identité numérique est créée. Les résultats de ce processus est que l'enfant, ce qui est très important, va établir des droits depuis sa jeune âge. On va émettre son identité numérique. C'est fait à travers l'intégration entre OpenCVRS et Mozip. Mozip va émettre les numéros d'identité numérique qui va s'enregistrer à travers l'interopérabilité. Un troisième pas est en OpenCVRS, on va créer un certificat numérique de manière des crédentiels vérifiables. C'est un avancement. Au lieu de créer un certificat en papier qui est possible, on va émettre une crédentielle interopérable qui va être dans un portefeuille numérique. C'est excellent parce que cela donne une preuve permanente de sécurité qui est disponible aussi pour l'usager. Ici, nous voyons que OpenService va émettre la crédentielle vérifiable qui est consommée par le parent dans le porte-monnaie NG. NJ. À continuation, le parent va fournir les idées. On va partager le registre numérique de naissance. C'est excellent parce qu'il n'y a pas besoin de papier. C'est facile et facile à partager. Vous voyez que pour la première fois, en OpenGTP, on vérifie le processus en ligne et on peut capturer les données. À continuation, on va vérifier l'éligibilité. Numéro 5, éligibilité du ménage de la mère va être vérifiée avec OpenService, avec les registres numériques. C'est une interopérabilité excellente c'est fait de manière automatique. Si on valide l'opération vérifiable, on vérifie l'interopérabilité de mère et d'enfant. Prochain pas. Le soutien est approuvé. Le membre de la famille est approuvé et est ajouté à la liste bénéficiaire dans OpenGTP et après, la famille va recevoir le bénéfice. Alors, d'un bout à l'autre, voilà les résultats d'une manière agile qui fournit un meilleur résultat pour l'enfant et les bénéfices que vont recevoir les enfants. Voilà pour les flux de manière générale. Maintenant, nous allons passer à la démo. Merci, Ed. Maintenant, je suis enregistrée dans le milieu démo. Pour question de temps, je vais faire un enregistrement direct. Je vais enregistrer la naissance d'un enfant. Je sélectionne l'événement naissance. Je vais mettre le prénom et le nom. Jacob Duarte pour aujourd'hui, qui est un homme, un mâle.
validation, qui a assisté la naissance, type de naissance, toutes les données qui sont nécessaires pour les succès d'enregistrement de naissance. Après, on va insérer les détails de l'informant, qui sera la mère dans ce cas. Et je dois obtenir une autre validation. Le prochain pas est qu'on va identifier l'identité de la mère du père. Ici, nous avons le données de la mère. On va donner e-signet, signature électronique, pour vérifier l'identité. Revenant à OpenCRVS, vous voyez qu'on attend que l'information soit obtenue. Il y a eu du succès. Alors, les données de la mère qui ont été précomplétées correctement. Ici, nous allons compléter les informations nécessaires. Maintenant, pour le père, on va faire l'authentication pour lui. Pendant qu'elle montre l'authentication, vous voyez qu'elle utilise le OTP qui peut être utilisé par l'usager. Cela pourrait être fait utilisant authentication biométrique aussi. Le pas final pour le enregistrement civil est d'ajouter les identités de la mère et du père, les cartes d'identité. Révisons maintenant si tout est correct, si tous les champs ont été complétés, si cela s'adapte, coïncide avec nos documents. Je fais la signature par un pad numérique et maintenant on va faire la registration. On appuie sur Register. Voilà, je vais passer la parole à Rajik Foudemosip qui va, parce que maintenant l'enregistrement est à l'attente de validation externe. Rachid va vous expliquer ce qui se passe derrière les scènes. Oui, nous voyons que Aïda a obtenu les informations pour l'enregistrement. Maintenant, quand Aïda a dit que l'enregistrement passe à Mosip, ce qui se passe derrière la scène est que la demande a été envoyée à Mosip. Voilà que OpenCRVS se met en intégration avec Mosip. Une fois que l'information est recueillie, l'API est utilisée. Ce que nous avons fait est d'exposer l'API qui fonctionne comme module de backup. Donc, on visite un centre d'enregistrement national. On va éviter ce pas. L'information recueillie par le serveur va être utilisée par Mosip. Comme nous avons l'autorité juridique pour les événements vifs, nous obtenons l'information de OpenCRVS. Une fois que bien arrive la demande à Mosip, la demande est traitée comme un autre paquet quelconque. La seule différence ici est que le point d'injection est un peu différent. Nous pouvons considérer cela comme un exemple où CRVS travaille comme en ligne, un centre d'enregistrement en ligne. Cela nous aide à ne pas avoir deux centres différents pour enregistrer les naissances et les idées nationales de manière indépendante. L'information est partagée avec Mosip et Mosip a- il y a un processus, il y a différentes étapes.
Une fois que toutes les étapes sont surmontées, on va créer un IWN. Le temps qui se passe ici où le paquet est traité dans MoZip. Une fois que le processus est complété, les mêmes des détails seront partagés. Dans ce cas, nous prenons l'exemple de Bert, qui récemment, nous avons cherché avec Open Service et nous avons d'autres flux de travail tels que l'enregistrement de la naissance, de la mort, etc. Nous parlons d'un enregistrement de naissance dans ce cas. Parfait. Il a été traité avec du succès. Je m'arrête ici. En général, nous avons différents euh, pas que nous traitons et nous avons ajouté d'autres dans l'avenir. Nous pouvons vous tenir si vous avez des questions. Merci, Jake. Comme vous voyez ici, l'idée nationale a été créée avec du succès. Les prochains pas dans les flux d'enregistrement de naissance et de certifier, c'est-à-dire imprimer les certificats, mais aujourd'hui, nous avons émettre une crédentielle vérifiable. Nous allons les donner à la mère de l'enfant. Cela me donne la possibilité de passer la parole à Jenkins de OpenGDP. Merci. Je prends la parole maintenant. J'ai un portable avec moi qui est le portable de la mère. Ce que je veux faire est, comme Alta vient de mettre une crédentielle vérifiable, ce que je veux faire est de scanner ces codes QR. Attendez, patientez que je le scanne. Maintenant, je vais partager mon écran. Merci, Alta. Ce que j'ai fait, j'ai Indie Wallet dans mon portable. J'ai scanné les codes QR. J'ai utilisé OpenSever et j'ai scanné ces codes QR. Indie Wallet l'a téléchargé correctement. Voilà la carte que j'ai, l'enregistrement de naissance de Jason Duarte. Maintenant, je vais passer à notre département pour la mère et je vais demander au département d'enregistrement social qui s'occupe du programme de bénéfices des enfants pour enregistrer cet enfant comme une partie de mon ménage. Je vais vous montrer comment cette entrée qui a été générée par CFRS va être encapsulée dans cette crédentielle qui est présentée pour moi comme mère dans mon portefeuille. Je vais demander l'enregistrement de ce nouvel enfant dans mon ménage, dans ma famille. Je vais demander à ma collègue Néran de partager son écran. Est-ce que vous pouvez éliminer mon partage d'écran? Merci. Voilà les registres nationaux. Nous avons deux registres que nous avons créés pour cette démonstration. Nous avons les registres individuels et ceux de famille. Maintenant, je vais au registre des familles. Donc, on va s'intéresser au foyer qui appartient à Raphaël Duarte et Elna Boisse. Donc, si on peut cliquer dessus, voilà le foyer dans lequel ce nouvel enfant va arriver. Alors, si vous regardez ce foyer, vous avez trois membres. Donc, on a Elna, Raphaël
Et on a aussi Arlo, donc on va avoir le deuxième enfant. C'est ce que je vais faire maintenant, c'est je vais utiliser ces crédentiels vérifiables pour les importer directement au registre. Et puis, je vais vous montrer quelles sont les étapes pour pouvoir évaluer comment un programme de protection sociale peut profiter de ces informations pour créer un avantage pour l'enfant. Donc, on va passer ici au registre. On va voir tout, tout ce qui a été envoyé. Alors, voilà, ça va générer un code QR. Voilà la mère avec, on a la mère avec son portable qui va partager directement. l- Elle va partager les crédentiels vérifiables. Donc, on va scanner ce code QR que le registre m'a affiché. Je vais le partager. Donc, ça y est, c'est fait, c'est partagé. Voilà, on peut voir l'interopérabilité dont on parlait. Voilà, on est en train d'établir les standards DCI. Voilà le bulletin de paie qui a été capturé par le CRVC. Désolé, j'ai perdu mon écran. Je ne vois plus mon écran. Ok, là c'est bon. Ok. Alors, on voit ici la charge utile qui a été enregistrée. Ça a été partagé avec le registre social. Alors, dans le cadre du registre social, on a déjà établi le CRDS qui a été ouvert. Donc, on a vérifié s'il y a une charge utile qui puisse être vérifiable. On a vérifié les signatures et on va traiter cela en tant qu'une charge utile qui est vraiment vérifiée. Et puis, on va pouvoir importer ce certificat de naissance en tant qu'individu dans le registre. Donc, on a déjà importé les crédentiels vérifiables. Il faut maintenant accéder au message. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque on importe les certificats de naissance. Alors, on a ici le format des spécifications de CI. Donc, ça va effectuer certains processus dans le cadre de la plateforme de registre OpenGP 2P. Donc, on va s'assurer que le foyer soit bien lié. On va s'assurer que l'enfant soit ajouté au foyer des parents. Alors, voilà le message final qu'on a. On va saisir ça. Je ne sais pas si vous pouvez mettre à jour cet écran, s'il vous plaît. Alors, l'importation est finie. Et maintenant, ça va créer un formulaire pour enregistrer un individu. Alors, on va passer au prochain écran. C'est le formulaire. Alors, cela a simulé ou bien créé. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui s'approche au service d'enregistrement et demande de faire un enregistrement. Donc, ils doivent remplir un formulaire, bien sûr, pour être enregistrés. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Le formulaire a été déjà rempli automatiquement en utilisant l'importation de l'OpenCRVS. Donc, voilà le formulaire qui a été déjà rempli. Ça a été rempli automatiquement en utilisant les crédentiels vérifiables. Donc, on a un flux de travail qui peut impliquer une vérification. Cela peut être configuré pour une vérification automatique, une approbation automatique. Donc, on a un système homologué. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport aux données. Donc, voilà un message qui nous indique que cela a été vérifié. Oui, je pense que je l'ai déjà approuvé. Ah, vous l'avez approuvé. OK. Alors, maintenant que c'est approuvé, on a cet enfant approuvé.
Maintenant, vous pouvez passer au registre des foyers et vous allez voir que l'enfant a été ajouté. Alors, on va accéder au foyer Duarte. Alors, si on accède aux membres du foyer, on va voir Jacob Duarte qui a été ajouté pour ce foyer. Et si vous accédez à l'onglet foyer, vous allez voir des informations et vous pouvez voir que le nombre d'enfants qui était 5 maintenant c'est 2. Donc, c'est ce que je vais vous montrer par la suite. C'est la prochaine étape. Donc, on a vu la démonstration dans laquelle l'enfant qui a été enregistré a été maintenant importé dans le registre social. Alors, maintenant qu'il est là-bas, le même département va mener à bien un programme de protection sociale pour assurer les avantages pour les enfants dans les foyers. Donc, on va passer à la prochaine étape. Ça s'appelle le système de gestion, le système de gestion des bénéficiaires. Donc voilà, on a ici cette fenêtre. Je vais passer au programme des avantages pour les enfants. Donc on va voir ici que ce programme va tenir en compte le registre du foyer. Donc on a vu que l'enfant a été déjà enregistré. Alors, on va voir ici le montant, on va voir l'argent. Puis, dans l'autre onglet, on va voir les règles d'éligibilité. On va voir quels sont les foyers qui sont éligibles pour recevoir ces avantages pour les enfants. Et ici, on va voir que toutes les familles, tous les foyers auront une quantité d'enfants qui soit moins de 5 enfants. Donc, si c'est comme ça, ils vont être éligibles pour l'enregistrement dans le cadre de ce programme d'avantages. Comme notre foyer a 2 enfants, donc vous allez voir les avantages qui font partie de ce programme. Alors maintenant, on va voir le prochain onglet. On va voir qu'il y a 100 dollars qui ont été fournis pour chaque enfant au foyer. Ça veut dire qu'il y a 100 dollars par enfant. Donc, on va le multiplier par 5 et on va voir que cela va être multiplié par le montant correspondant. Donc voilà, c'est un programme assez simple. Moi, je voulais vous montrer comment la charge utile qui a été générée au début a été importée dans le registre social. Et dans quelle mesure le programme de protection pour les enfants peut profiter de l'information dans le registre pour créer ces avantages. Donc maintenant, on va créer un cycle d'enregistrement pour ce programme en particulier. Donc on va appeler ce cycle 4 et on va créer une nouvelle liste d'enregistrement. On va l'appeler liste 1. Alors, on va créer une liste. Cette liste est un endroit qui va nous montrer les données et à l'arrière-plan, on va voir un produit qui va être enregistré. Donc, ça va contacter le registre, ça va appliquer cette règle d'éligibilité, ça va vérifier le registre, ça va vérifier toutes les règles par rapport au nombre d'enfants. Donc, c'est un processus en arrière-plan qui va être activé en parallèle et ça va tenir en compte toutes les données. C'est pas quelque chose qui va être effectué tout de suite parce que ça va vérifier plus de 100 000 registres. Donc, on va revenir à la liste. Alors, maintenant, on voit que le statut est fini.
Et maintenant, on va regarder quels ont été les bénéficiaires. Vous pouvez voir ici que Raphaël a été enregistré, son foyer a été enregistré. Et vous allez voir que il y a deux enfants qui ont été enregistrés. Donc, j'ai déjà créé un cycle. Donc, maintenant, la procédure va maintenant calculer $200 pour la famille Duarte et ça va verser $200 dans le compte de la famille Duarte et cette famille va recevoir un crédit de $200. Donc, je voulais vous montrer comment ça se passe pour les avantages sociaux, pour la protection des enfants. Donc, voilà le cas d'utilisation numéro un. Je ne vais pas passer aux activités downstream parce que, voilà, la démonstration voulait vous expliquer comment ça se passe pour les charges utiles entre les deux portefeuilles. Donc, voilà le cas d'utilisation numéro un. Je vais passer la parole à Alta pour le prochain cas d'utilisation. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Donc maintenant, on va passer au cas d'utilisation numéro 2. On va utiliser le OpenCRVS, le MOSIP et le OpenG2P. Puis on aura le K3. Non, on va passer au précédent. Désolé. Alors, le cas d'utilisation numéro 2 va concerner l'enregistrement d'un décès. Donc, Vinky a déjà parlé d'un programme de protection sociale. C'est un programme d'avantage. Ça va utiliser les données qui ont été capturées dans le système d'enregistrement civil. Donc, ça va concerner un pays, ça va concerner des données vitales et, comme on a déjà vu, grâce à l'interopérabilité avec Mozip pour l'authentification, ça va permettre de gérer le numéro d'identité et ça va permettre de partager des informations avec le OpenCGP. Donc voilà, ici les étapes sont assez similaires. Alors, l'épouse va enregistrer le décès de son mari auprès du bureau d'enregistrement civil. Donc, voilà, encore une fois, l'interopérabilité entre les deux systèmes, entre le système d'identité et le système d'enregistrement. Donc, c'est très important de garder l'intégrité du schéma d'identité pour un pays. Donc, il faut tenir en compte les données d'OpenCRBS et puis l'identifiant national va être identifié comme quoi il y a eu un décès. Par la suite, les données vont être disponibles. L'état de la famille va être vérifié auprès de l'OpenCRS à travers le système d'enregistrement social en utilisant l'API de recherche et cela va être disponible pour la famille. Ça va se baser sur les données par rapport au foyer et puis la famille va être informée des mises à jour. Et bien sûr, tout cela va être enregistré dans le cadre du programme. Alors, on va revenir à la démonstration, s'il vous plaît. Alors, lors d'un processus d'enregistrement civil normal, donc l'épouse arrive, elle va enregistrer le décès de son mari. Après, elle va
remplir un formulaire de déclaration, mais bon, moi j'ai déjà fait ça pour vous épargner un peu de temps. Donc maintenant, je suis à l'étape d'enregistrement. On va passer en revue la déclaration avant d'enregistrer. Donc moi, en tant qu'agent d'enregistrement, je vais passer en revue la déclaration, je vais vérifier que toutes les données soient correctes. Je peux voir la personne décédée, l'épouse, l'idée, tout cela a été homologué. On a tous les documents qui ont été tels versés. Donc maintenant que j'ai bien vérifié toute la documentation, je peux avancer et passer à l'enregistrement. Donc voilà, ici on a l'enregistrement du décès, on a l'Open CRVS. Donc voilà, je vais passer la parole à Venki pour expliquer le reste de la procédure. D'accord, merci, Alta. Donc on a vu dans le premier cas d'utilisation comment ça se passe pour un enregistrement de naissance. Ça a été importé au mobile et puis on a eu la mère qui a utilisé le téléphone portable et qui a importé les données de la naissance pour que ce soit disponible au niveau du registre social. Alors, dans ce cas-là, on a la famille Duarte. Dans ce cas-là, ça va être très similaire à la famille Duarte. Il y a l'épouse qui a informé le décès de Rafael Duarte, son mari, dans le même foyer. Alors, au lieu d'utiliser le registre dans un portable. Cette fois, on va utiliser notre interface qui est directement connectée avec OpenCRVS et le registre social. Donc, l'enregistrement de décès est déjà inclus dans le registre social GDP, G2P. Donc, je vais demander à mon collègue de afficher l'écran, s'il vous plaît. Alors, on a basiquement la même charge utile pour la personne. On va voir maintenant les données. Oui, on va cliquer ici. Alors, vous allez voir un nouveau message. Il y a un message qui s'affiche. Alors, je ne sais pas si vous pouvez ouvrir la charge utile en brut. Alors, on va voir l'enregistrement de décès de Rafael Duarte qui est déjà arrivé à OpenCRVS. Donc, la seule charge qui a été importée dans le portefeuille a été celle de l'interface. Donc, c'est ce qu'on a fait, c'est on a créé une demande de changement, de modification dans l'enregistrement individuel du registre de Rafael Duarte. Et maintenant, si vous pouvez passer à la prochaine demande, s'il vous plaît. Alors, ce message va créer une demande de modification. Alors, ça va vous montrer c'est ce qui a été modifié. Vous pouvez voir que Rafael Duarte maintenant est inactif en raison de son décès. Alors, les anciennes valeurs ont été changées. Alors, cela doit être approuvé manuellement. On peut configurer cela avec le système. Comme on sait que l'OpenCRVS est un système homologué, on peut configurer ça pour que ce soit une approbation automatique. Alors, vous pouvez accepter et approuver cette demande de modification. Alors, voilà, c'est approuvé. On va passer au registre des foyers Duarte. Maintenant, je vais descendre à la liste. Ici, dans la liste où je vous avais montré que la quantité d'enfants mineurs de 5 avait été actualisée dans le foyer, ici, nous avons marqué la mort de père comme vrai et semblable au programme de naissance que nous avions. Ici, nous avons configuré un autre programme de bénéfices qui s'appelle Programme de soutien aux veuves. Ici, il va donner de l'argent, 1 dollar. Quelle est l'éligibilité que nous avons définie ici? Si nous ouvrons le, la partie d'éligibilité, ce foyer va recevoir 200 dollars
s'il y a un décès dans cette famille, les derniers 12 mois, ce foyer va recevoir tous les mois un programme de soutien aux veuves pour les prochains 12 mois. Alors, le décès doit avoir été dans les derniers 12 mois et nous disons que tous les foyers qui respectent ce domaine vont recevoir cette somme d'argent tous les mois, pendant 12 mois. Nous allons voir maintenant comment cette morte en particulier a touché ces ménages, ces foyers, et comment ce programme pour le soutien aux veuves a créé ce programme pour aider à la famille. Nous allons attendre que le programme cherche dans les registres et qu'il applique les vérifications d'éligibilité et va vous montrer la liste qui est disponible. Alors, il a fait la résolution. Si vous passez au bénéficiaire et vous voyez que la famille Duarte a été enregistrée dans le programme de soutien aux veuves, qu'ils vont recevoir 200 $ pour le fournisseur du paiement. Celle-là est le deuxième cas. Nous avons montré dans le premier cas un registre de naissance qui passait par le porte-monnaie, la e-wallet. Et ici, nous avons passé cette information à OpenG2P pour créer des programmes, des bénéfices pour les ménages. Maintenant, je passe la parole à Sunil pour la prochaine liste de démonstrations. Merci Alta, merci Ed. Merci Inky. Je veux passer mes diapositives. Je ne vois pas l'écran. Paula, merci. Alors, bonjour à tout le monde. C'est Suni Parajuti de Népal. Je travaille dans le secteur de protection sociale depuis plus de 16 ans. Nous avons travaillé avec OpenAMIS plus de 6 ans. Dans ce cas, nous voyons que nous enregistrons eh, les paysans qui va authentifier la plateforme e-Signet pour donner les certificats vérifiables. Après d'avoir obtenu les données de e-Signet, nous allons enregistrer ce paysan, l'agriculteur et OpenGTP, comme vous voyez, a le registre pour l'agriculteur et les registres pour le registre social. Sur la base de tout ça, nous allons vérifier que l'agriculteur l'a année sur les paramètres de OpenG2P. Et nous allons vérifier individuellement s'il est dans un état de pauvreté ou pas sur la base du processus standard DGI. Finalement, si cette personne est éligible dans le programme, nous allons enregistrer cet agriculteur dans le programme. Alors, le flux est assez direct. On va utiliser eSignet, la plateforme eSignet. Cette plateforme vérifie si cette personne existe dans le registre et après, on va chercher si cette personne euh, s'accorde au statut d'éligibilité. S'il est agriculteur et il est dans un état de pauvreté. C'est assez direct. Voyons comment nous commençons avec ma démo.
Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai ouvert les tableaux de bord. Je vais entrer dans la plateforme où j'ai les e-signets. Pour cette démo, je vais être le officier des registres. Alors, j'ai vérifié la carte, l'identification et je vais l'insérer dans le système. Je vais insérer les données du registre e-signet. Maintenant, après que le bénéficiaire m'ait donné le numéro UIN, je vais l'insérer dans la plateforme e-signet pour vérifier s'il est valide. Une fois que la plateforme e-signet vérifie que la personne existe dans la base de données, on va me demander un OTP. Le bénéficiaire me donne cet OTP et je l'insère à sa place. Voilà, cette personne que j'ai insérée automatiquement vient dans ma liste. Ceci aide à la consistance pour n'avoir pas de doublons. Dans la plateforme, on insère d'autres informations qui n'est pas fournies par eSignet. Dans ce cas, je complète les données de cette personne. Je vais mettre les données pour une identification nationale. Une fois que tout est complété, j'obtiens tout de eSignet et je vais à sauvegarder. Dans ce contexte, quelque chose tel que la photo, une fois que nous les obtenons de eSignet, on peut vérifier que les données sont confiables et on va enregistrer sur OpenMIS. Le processus d'enregistrement est complété. Nous rentrons. La première personne que vous venez de registrer vient d'un OpenMIS comme famille et groupe. Comme vous voyez, il est déjà enregistré dans eSignet. Il n'a pas de politique parce qu'il n'est pas dans aucun programme, ce qui va nous montrer que les données qui viennent de OpenC2B. Maintenant, une fois que nous voyons comme officier, je vois que les données sont là, mais qu'il n'est pas enregistré dans le programme d'aide sociale, je vais à la plateforme. Ce formulaire que vous voyez ici de deux à côté aide à l'officier à reconnaître si cette personne est un agriculteur ou pas. Ce travailleur est vérifié, il est un agriculteur et les métriques que nous voyons du registre social sont que cette personne en particulier est vérifiée. Alors, ces ménages s'accordent aux conditions pour le programme. Cette personne vient d'un milieu de bas revenu, alors il a un état de pauvreté. Ceci est envoyé à l'officier pour vérifier si cette personne est éligible ou pas. Cela va réduire la brèche par rapport au processus des documentations. Pour OpenMIS, je dois enregistrer cette personne pour le programme. Alors, je sélectionne dans la liste des programmes. Dans ce cas, on va enregistrer le personne dans le programme bénéfice pour les agriculteurs. Une fois que nous avons sélectionné le programme correct, nous sélectionnons les bénéfices pour l'agriculteur, confirmons les enregistrements.
Maintenant, on registre la personne. Une fois que le agriculteur est enregistré dans le programme de défense sociale, nous revenons en arrière à la famille. Maintenant, vous voyez qu'il y a une politique dans cette personne. Nous vérifions les registres sociaux. Nous allons à OpenGDP pour voir si cette personne est enregistrée dans ce programme. Alors, ces fichiers sont arbitraires. Voilà ce que je pense conclut le flux essentiel. OK, je pense que cela conclut le troisième cas de démo. Oui, je peux intervenir si vous arrêtez votre écran. Merci, Seniel. Maintenant, pour la dernière démonstration, je vais essayer d'être bref et de me concentrer dans des choses différentes. Dans ce cas, nous allons utiliser différents produits pour un flux différent. L'idée est de faire un enregistrement hors ligne. On va prendre les données hors ligne utilisant Data Collect hors ligne. Mais quelques questions que j'ai vues dans les boîtes questions-réponses, on dit il y a des gens qui ont un portable et on peut utiliser un autre standard, Claim 169, pour permettre la vérification hors ligne utilisant un code QR qui peut être imprimé dans une pièce de papier. Et après, nous allons, toutes les personnes que nous avons vues, on va synchroniser et on va enregistrer la personne dans le programme. Après, une partie intéressante va être comment faire la validation. Dynamiquement, nous allons à différents systèmes pour vérifier dans le registre des handicapés, OPGDP, peut-être que ce soit les registres sociaux, STMIS, le registre d'agriculteurs. Dans ce cas, des OpenSPP, des EMIS va obtenir l'information du registre des handicapés pour voir si cette personne a un handicap. Après, on va aller à OpenGDP pour voir le niveau de pauvreté de cette personne. Si la personne est enregistrée dans le programme et s'il y a des transferts d'argent pour cette personne. Je commence avec mon portable. Si tout va bien, maintenant vous voyez, donnez-moi une seconde pour récupérer la connexion. Voilà mon portable. Je m'excuse, je n'ai pas de câble. Sur mon portable, j'ai cette application. Ce que je vais faire, voilà, hors ligne, comme vous voyez. J'ai interrompu l'Internet, j'ai pas de Wi-Fi. Ce téléphone n'a pas de carte intelligente. Bon, un SIM card. Ce que je vais faire est de lire un document de ID. Il était où? Je vais lire cette carte. Je vais scanner ce document ID. Ceci, il regarde le code QR qui a été signé de manière numérique comme émetteur dans cette application. Nous avons vérifié l'émetteur. Toutes les idées se font hors ligne. Je vais aller à Site Entity. J'ai le log, vous voyez,
Claim 169 a été vérifié maintenant et on voit la synchronisation de tous les logs qui se font, mais je peux obtenir plus d'informations sur cette personne. Dans ce cas, je vais enregistrer cette personne dans un programme. Je vais sélectionner un programme. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. Vous allez dans l'Internet et si mon Internet marche et si mon Wi-Fi fonctionne, je peux revenir et automatiquement, il va synchroniser. Ah, ça a synchronisé. Maintenant, nous avons fini avec le téléphone. Derrière la scène, je vais accélérer la synchronisation. Ces données vont aller dans les derrière scène. Derrière scène va synchroniser avec OpenSTP, mais il peut synchroniser avec d'autres systèmes aussi. Ce n'est pas si spécifique. Cette application maintenant dans OpenSTP. Avant de regarder comment nous coordonnons, je vais vous montrer quelques écrans en OpenSCP pour faciliter votre compréhension de ce qui se passe derrière la scène. Parce que les utilisateurs ne le voient pas normalement. Voilà OpenSCP. Quand j'ai enregistré Sophia, nous voyons seules les informations. Après, j'ai Sophia. Dans le registre des handicapés, nous pouvons différencier avec les couleurs et je vois qu'il y a un handicap, des difficultés physiques. Le prochain pas sera d'aller à OpenSPP, au registre des handicapés et à OpenSPP pour vérifier les informations. Essentiellement, en OpenSPP, on va définir les fournisseurs de données. Ici, nous avons une instance et une instance de OpenG2P. J'ouvre OpenG2P où nous définissons l'information ici et les types de registres. Et si nous avons quelques coïncidences des identités et aussi les informations des monnaies, des argent reçus. Après, ce qui est configuré dans OpenSPP et que nous avons configuré quelques variables qui ne sont pas des données qui sont recueillies, mais qui va activer une, euh, une synchronisation avec d'autres bases. Ceci est mis dans une queue derrière la scène. Par exemple, ici, si nous avons cette variable is poor, une expression pour enregistrer dans le programme, il faut vérifier la pauvreté d'une personne. Dans ce cas, il va aller dans une ressource externe, registre social ou niveau de revenu. Le même va se passer pour un handicap, comme j'avais dit. Pour le handicap, c'est la même chose, à l'exception que il va entrer dans les registres des handicapés OpenSPP et il va vérifier has disability comme une variable pour vérifier qu'il a un handicap. La beauté de faire des choses comme ça est que je peux passer les choses depuis le back-end tout le temps. Si vous passez des registres sociaux à handicapé, il faut changer la cartographie, mais le reste continue à être le même. Il n'y a pas de code qu'il faut créer. C'est une question de configuration, ce qui se fait. Alors maintenant, la demande pour Sophia est arrivée ici. Je suis dans l'écran incorrect. Je vais le présenter pour approbation. Je pense que j'ai changé, j'ai fait quelques erreurs. Oui, maintenant.
Quand j'ai préparé la démo et recetté, j'ai oublié de recéter quelque chose. Essentiellement, j'aurais demandé de enregistré dans le programme. Je m'excuse de problème. Oh, oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je vais réessayer encore une fois. Alors, je vais essayer de le déclencher encore une fois, on va voir. Voyons. Alors, si tout se passe bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, apparemment, ça marche. Ça prend du temps parce que cela a consulté l'autre système pour recueillir tout cela. Donc, au lieu de l'enregistrer, bon, j'ai pris toute la base de données, mais je pense que c'est pareil. Alors, on va revenir avec Sophia. On va voir ici la configuration. Alors, vous avez vu les variables que j'ai déjà créées. Alors, on a l'handicap. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est que comme on avait cette expression pour les critères d'éligibilité pour ce programme, cela a accédé le registre social et le registre handicap pour obtenir tout cela. Donc voilà, j'ai beaucoup d'informations ici. Je vais vous montrer. Alors, on a mai 21 à Thaïlande, c'est bien ça. Et voilà, cela a obtenu toutes les données à partir de notre système. Donc, on voit toutes les personnes ici. Alors, c'est ce qui est très intéressant de ça. Et c'est ce qui est seulement possible grâce à un standard comme le DCI. Alors, on n'a pas dû à écrire aucun code. Donc, vous pouvez mettre à l'œuvre cela sans avoir du code. Donc, voilà, maintenant on a la personne qui s'affiche. Et après, bon, on peut, on peut les amener au cycle et ça va aussi marcher. Donc, voilà, on va les enregistrer. Après, je vais créer un cycle. J'ai un cycle ici. Je peux préparer tout ça ici. Donc, je peux voir le droit aux prestations qui a été déjà préparé et calculé. Donc, c'est pareil pour le droit aux prestations. On a des calculs et ça va profiter de toutes les données. Ça va utiliser les données des autres systèmes. Donc, ça ne va pas être copié encore une fois dans l'Open G2P. Donc, on l'obtient directement. Donc, voilà pour ma démonstration, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Jérémy. J'apprécie beaucoup ça. Je pense que ça a été très intéressant. Bon, voilà. Alors, je pense qu'il y a pas mal de questions qui ont été déjà répondues, sauf la numéro 2. Je pense qu'on n'a pas assez de temps. Je voudrais passer aux panélistes. Je pense que les présentations ont été bien intéressantes. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions aux présentateurs, aux présentatrices, je vous demande de lever la main. Donc, on a deux ou trois questions du public. Alors, si vous pouvez lever la main, je vais vous appeler et je vais vous demander d'ouvrir le microphone et de poser vos questions. Alors, pendant que les personnes lèvent la main, on a deux questions qui n'ont pas été répondues. On a Alika Sander, on a Justice Ogona. On a la première d'Ali par rapport aux approbations, notamment au niveau de l'enregistrement du registre pour réduire les interactions et pour faire le processus un peu plus vite. Comment est-ce qu'on peut faire cela?
Donc, je pense que ça, c'est particulièrement intéressant et important lors de l'enregistrement aux avantages sociaux. Mais bon, on va voir si quelqu'un veut répondre à cela très vite. Je ne sais pas s'il y a de volontaires. Oui, oui, moi, je peux vous répondre. Alors, par rapport au OpenGDP et OpenCCP, je pense que on peut automatiser cette approbation. Je pense que oui, je pense que tout cela peut être automatisé. Donc, on peut demander à notre système de vérifier les informations. Donc, si cela ne correspond pas, ça va être vérifié automatiquement. Ok, c'est ce que vous dites. Basiquement, c'est que ça dépend de chaque contexte, comment on veut l'aborder. Alors, on a une autre question. Alors, je sais qu'il y a des pays où il n'y a pas un identifiant national. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les données biométriques et les différents systèmes de noms pour la démonstration? Donc, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors, comment est-ce que vous vous occupez de ça, les gars? Est-ce que il y a d'autres réponses? Oui, euh, je vais vous répondre. Alors, s'il n'y a pas un identifiant national dans le pays, l'une des manières de gérer cela, c'est que chaque département ou que chaque département dans le registre ou le département du registre social, civil, va assigner ou affecter ce qu'on appelle un identifiant fonctionnel. Donc, ils vont avoir le numéro de contrôle de naissance et puis l'OpenG2P va le communiquer avec l'autre OpenCRVS et donner, en fin de compte, on va avoir un système homologué. Alors, c'est comme ça qu'on va aborder cela. Alors, comme on n'a pas assez de temps, je pense que Jérémy et Venki ont déjà participé. Donc, on va voir les questions par rapport à l'OpenMS. Même si les identifiants sont utilisés pour authentifier des bénéficiaires, comment est-ce que vous vous assurez que les personnes dans des régions plus éloignées ne sont pas exclues du système? Alors, on a Anita ici, peut-être Sunil. euh, Peut-être vous pouvez répondre aux questions. Sunil, je vous passe la parole. Sunil, vous avez le microphone éteint. Oui, est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, lorsqu'on utilise un identifiant pour authentifier les bénéficiaires, comment est-ce que vous vous assurez que les personnes dans des régions isolées ne sont pas exclues du système? Par exemple, si elles n'ont pas des identifiants ou par rapport à l'exclusion et l'inclusion, comment est-ce que vous gérez ça? Alors, dans ces cas-là, je pense que ça dépend de la manière dont le gouvernement gère l'inclusion de ces identifiants. Mais en général, on suggère le gouvernement, notamment dans notre cas, on suggère le gouvernement de s'occuper de ça. Alors, l'inclusion est faite quand un enfant est né. Donc, il y a une idée qui est enregistrée. On va utiliser ces identifiants pour que personne soit exclu. Donc, à partir de mon expérience, dans ces pays, il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut travailler. Il faut travailler sur les politiques d'inclusion. Il faut faire des réformes. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit inclus. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse finale à ça. Je pense que ça doit concerner les politiques et le gouvernement. D'accord. Merci. Merci, Sunil. Oui, comme je vous disais, c'est les politiques et les réformes, pas le système. Ok, d'accord, je comprends.
Je suis d'accord. Alors, je vois deux mains levées. Oui, ok, je vais répondre à ça. Oui, parce qu'on peut voir le système d'enregistrement civil en tant qu'un système fondateur pour l'inclusion. Oui, c'est vrai que l'UNICEF a déjà fait des déclarations par rapport à ça, en matière d'inclusion pour les enfants. Donc maintenant qu'on a l'interopérabilité entre les systèmes et l'enregistrement civil, donc c'est très important de s'assurer que les taux d'achèvement par rapport aux enregistrements des naissances et des décès soient le plus élevés possible. Alors, dans le cadre de l'OpenCRVS, depuis le début de la plateforme, on a bien travaillé pour assurer que cela soit possible. Donc, on a eu des capacités hors ligne. Maintenant, on a des versions plus mises à jour. On a la version 1.9. Et maintenant, on peut inclure des fonctionnalités hors ligne. Même pour les zones rurales, vous pouvez accéder à l'OpenCRVS, déclarer une naissance, enregistrer une naissance et puis partir avec un certificat de naissance. Alors, bien sûr, le registre national ne peut pas être, ne peut pas être mis à jour jusqu'à ce que les dispositifs soient synchronisés avec le serveur central. Donc, c'est très important d'avoir une plateforme d'enregistrement civil qui soit bien conçue. Donc, voilà pour l'inclusion. D'accord. Alors, merci. Si vous pouvez nous faire part de vos pensées par rapport à la manière dont vous gérez les différentes exigences au niveau des données pour les différents secteurs. Comment est-ce que vous assurez que toutes ces données soient bien transférées entre les systèmes grâce à l'interopérabilité? Alors, comment est-ce que vous gérez cette minimalisation des données? Comment est-ce que vous gérez cela sans, comment le dire, pour réduire le partage des données? Ok, c'est une très bonne question, merci. C'est important parce que le registre civil a trop d'informations identifiables et personnelles, donc il faut avoir des mécanismes en place pour ça. Alors, on fait des vérifications par couche, on n'utilise pas de point de contrôle unique. Ok, donnez-moi un instant. Ok, est-ce que vous pouvez saisir votre réponse dans la messagerie? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Oui, parce que comme on a parlé de l'inclusion, je ne veux pas exclure Rachik pour la section de questions et réponses. Alors, dans quelle mesure le système va soutenir des systèmes qui puissent inclure plusieurs secteurs en matière de protection sociale sans avoir besoin d'une intégration personnalisée pour chaque nouvelle agence? Alors, comment est-ce que vous gérez cela? Je vous passe la parole, Rachid. Donc, on a juste une minute pour ça. Oui, ok. Alors, je pense que la réponse est dans la démonstration qu'on a vue aujourd'hui. On a vu qu'il y a une étape dans laquelle la vérification de l'identité a été faite à partir de la plateforme MOSIP. Alors, par rapport à l'identifiant national, MOSIP n'est pas comme c'est ce qui se passe pour les secteurs particuliers ou personnalisés pour un pays. Donc, ça fonctionne comme une couche homologuée et partagée. C'est l'épine dorsale pour la couche d'identité. Donc, on va utiliser différents secteurs pour qu'on puisse travailler dessus. Alors, on a déjà vu des exemples dans lesquels la signature a été homologuée
avec la vérification d'identité, l'homologation. Donc, Insigné a déjà parlé de ça. Donc, si vous prenez en compte cela, l'idée fondateur permet aux citoyens de créer l'idée. Donc, on n'a pas besoin de faire une personnalisation ou une intégration pour les différents secteurs. Il faut juste enregistrer ces services. Il faut faire l'onboarding. Il faut faire l'enregistrement. Vous le faites dans le cadre de ces procédures et dans le cadre de la plateforme OSIP. Donc, vous savez qu'il y a différentes approches selon chaque gouvernement, selon chaque pays. Donc, par exemple, avec les Philippines, ils utilisent un système fondateur d'identification et qui est intégré au MOSIP. Donc, ils l'ont utilisé pour enregistrer pas mal de personnes de la banque. Donc, cela a permis de créer pas mal de comptes. Il y a d'autres exemples comme le Maroc, l'Éthiopie. Ils ont créé un identifiant national pour les citoyens et ils l'utilisent avec différents secteurs pour assurer ce service. Donc, c'est un effort unique et ça permet d'assurer une bonne structure par rapport aux identifiants nationaux. Merci Rachid, merci. Donc, on va passer à la section des questions et réponses. Donc, je vais vous demander, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans la messagerie. Alors, maintenant, oui, je vais passer à la section discussion. Alors, on a pas mal de personnes qui vont participer. Je voudrais vous dire bonjour, Leska, bonjour. Je suis ravi de vous voir. On a aussi Lamine. Oui, j'avais fait une comparaison avec le football, mais non, je ne veux pas le faire. On a Lamine, alors merci beaucoup d'être ici avec nous. Et on a aussi Georges Diaz du Pérou qui va nous rejoindre. Oui, je suis là, d'accord. Ok, Lamine, Dab et Georges. Alors, je vais commencer avec vous pour le Pakistan. Je sais que le Pakistan a été un partenaire clé lorsqu'il s'agit des aides pour établir le cadre de travail national en interopérabilité. Alors, dans quelle mesure ces standards ont permis de mener à bien cette approche par rapport au système isolé pour créer un écosystème unifié dans le pays? D'accord, merci. Donc, ces standards ont été très importants pour tout ce qui est les systèmes isolés au Pakistan, le développement des systèmes, pour assurer un écosystème interopérable et cohérent. Donc, on n'a pas exactement mis à l'œuvre cela avec nos partenaires en tant que tel. Donc, l'approche a eu des processus standardisés, on a mené à bien l'harmonisation des données et cela a eu un grand impact. Ça nous a permis d'assurer l'interopérabilité et on n'a pas établi de connexions techniques isolées. Ça a été des processus structurés pour harmoniser les données, pour assurer de flux de travail institutionnel et pour garantir aussi des protocoles d'échange parmi tous les acteurs et incluant tous les facteurs liés à la sécurité des données au Pakistan. Donc, on a un écosystème très riche. Au niveau fédéral, on a des institutions très solides, des systèmes très solides, avec des registres fédéraux comme Natra et Bisperse. Et en même temps, on a des provinces comme Sindh, Punjab et Québec qui sont en train de développer leur propre système de protection sociale, leur propre registre et leur propre mécanisme. Alors, il y a pas mal de défis à aborder. L'idée n'est pas de remplacer les systèmes existants, mais plutôt de les améliorer d'une manière sécurisée, structurée. Voilà où la logique DCI a été vraiment importante. Ça a été un point de référence, un point de repère. On a utilisé pas mal de modèles d'intégration réutilisables. Donc, on est en train de mener à bien des échanges entre les acteurs fédéraux et provinciaux
Donc, on ne se demande pas seulement si deux systèmes peuvent être connectés entre eux, sinon on se demande quelles sont les données vraiment nécessaires, qui est responsable au niveau légal. Donc, on ne demande pas aux institutions de remplacer leur système, plutôt on demande de créer ou on essaye de les aider à créer des couches interopérables en commun et puis on essaye d'utiliser cela pour mettre à jour les données. Le contexte dans le Pakistan est extrêmement important parce que il y a différents systèmes à niveau fédéral et provincial. Ces standards peuvent avoir un rôle très important pour faire la connexion plus facile, plus fluide. Passons maintenant au Pérou et nous avons demandé à Georgia l'expérience utilisant DCI et je sais que Georgia a soutenu le pays en termes de mettre en œuvre les réseaux sociaux, DCI et les centres d'interopérabilité pour échanger entre le programme de transfert d'argent et les OFIS. J'espère que je les prononce bien, les cibles, le programme cible qui s'approche au réseau social. Alors, Jorge, pour connecter deux différentes plateformes de protection sociale, pourquoi est-ce que l'intégration traditionnelle considérée un point de difficulté et comment est-ce qu'on peut la transformer de manière plus durable? Oui, les points traditionnels sont agiles parce que le moment où l'agence actualise les logiciels, la connexion s'interrompt et on perd du temps. Les standards DCI sont universels comme un traducteur. Au lieu de construire de manière fragile, les systèmes utilisent un système global. Ceci permis de partager les registres de famille, ce qui réduit les coûts de maintien et crée euh, une manière d'éviter l'erreur humaine indépendamment des changements technologiques. Merci, Jorge. C'est excellent. Passons maintenant à l'Afrique occidentale. Est-ce que vous pouvez nous raconter de plus sur votre expérience au Sénégal? Je sais que vous avez soutenu la mise en œuvre dans le Sénégal du registre social et l'interopérabilité sur la base des standards SDCI. Quels sont les défis que vous avez sur le terrain et comment est-ce que euh, cela aiderait à accélérer l'utilisation des données? Je vais parler, comme mon anglais n'est pas très bon, je vais parler en français. Alors, si la traductrice va passer au français. Au Sénégal, l'introduction de la DCI a été un élément déclencheur important parce qu'elle nous a permis en fait de réfléchir sur une approche plus globale, structurée de la transformation numérique de la protection sociale. Au Sénégal, il faut savoir qu'on a une stratégie de transformation digitale nationale qui s'appelle le New Deal technologique. Voilà. C'est une stratégie qui est nationale, qui vise à faciliter la digitalisation des services publics, promouvoir l'économie numérique, etc. L'introduction de la DCI a vraiment permis de contextualiser au secteur de la protection sociale cette transformation qui est faite au niveau national. Voilà. Donc aujourd'hui, avec la DCI, on est en train de réfléchir à un schéma directeur, un master plan IT, qui vraiment permettent de mettre en place les différents standards de la DCI et les standards d'une manière générale au niveau de la protection sociale. La réalité aujourd'hui de la protection sociale au Sénégal, c'est que les services sont très fragmentés. Voilà, vous avez un certain nombre d'institutions qui ont développé leur propre système d'information. Donc, avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc, soit c'est des systèmes un peu anciens, c'est des systèmes qui ne sont pas forcément opérables, c'est des systèmes qui ne sont pas forcément documentés. Et l'impact direct au niveau de l'interopérabilité, c'est que ces systèmes-là n'ont pas forcément été pensés pour être interopérables. Voilà. Donc l'approche DCI nous permet vraiment de construire progressivement une architecture interopérable et fédérée
alignés sur la stratégie nationale, le New Deal technologique. L'objectif n'est pas de remplacer brutalement les systèmes existants, mais vraiment de permettre aux institutions de conserver leur système métier existant, voilà, qui soit interopérable et sécurisé et bien gouverné. Voilà, donc la DCI apporte vraiment ce cadre commun de gouvernance et d'urbanisation aussi en plus. Voilà, Mohamed. Merci beaucoup, Lamine. Thank you so much. And while I have I think for people who shifted the Il y interpretation, a I'm gonna stay des with you a gens qui little ont bit, utilisé la Lamine, so we don't traduction. switch Je the vais interpretation rester again. avec vous, Is alors nous maybe on the n'allons pas second changer de question langue. on like Sur when la implementing social prochaine registry question, and quand nous integrated mettons en beneficiary. place les registres sociaux. Allô? Allô, il s'est interrompu? Allô? Est-ce qu'il est là? We can hear you, Jamin. Nous vous voyons, Lamine. OK. Je vous vois. Alors, je n'entends plus forcément Mohamed, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus loin par rapport aux questions. L'un des principaux points de friction par rapport à l'alignement des schémas de données, c'est vraiment que ces différents systèmes ont été historiquement développés de façon vraiment en silo. Voilà, chacun a vraiment développé son système en silo. La conséquence, c'est que ce soit en termes de modèles de données, en termes d'identifiants, en termes de nomenclature, et même en termes de certaines définitions métiers, on a un certain nombre de différences. On n'a pas une uniformité, on n'a pas quelque chose d'homogène, on a vraiment quelque chose d'hétérogène. Voilà. Une autre problématique, c'est qu'on est vraiment sur une qualité de données qui reste médiocre aujourd'hui, du fait que les systèmes n'étaient pas interopérables et gouvernés dans son ensemble. Alors, les standards DCI vont nous aider justement à construire progressivement un langage commun d'interopérabilité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, la DCI encourage à l'utilisation de modèles de données harmonisés, d'API standardisés et de mécanismes de gouvernance partagés. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment de passer progressivement d'un système fragmenté aujourd'hui à un écosystème de protection sociale capable de partager des données fiables, sécurisées, exploitables en temps réel. Je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez maintenant? J'ai eu un problème d'Internet. Je suis content que l'équipe ait pu continuer. Jorge, je vais revenir à vous à Pérou sur l'harmonisation de données entre les différentes institutions publiques. Est-ce que c'est là? Comment est-ce que le DCI a aidé en Pérou en ce regard? Au lieu de passer des mois à débattre sur la définition des données propriétaires, le DCI nous a donné un dictionnaire des données neutres qui nous a permis de trouver notre fond, source unique de, de, de vérité. Nous avons développé un consensus global quand il n'y avait pas. Ceci a éliminé la friction administrative parmi les agences parce que les standards définissent les questions universelles pour les démographies sociales. Avec cette base standard, nous avons créé des éléments et conditions nous avons défini quels étaient les protocoles pour remplacer le partage de données. Les standards DCI ont agilisé toute notre préparation. Merci, Jorge. Revenant, merci d'avoir patienté. Mais je pense que vous avez parlé d'un point très important sur les questions du fédéral versus provincial. Et ceci nous amène à l'intégration technique qui est la moitié de la lutte. Il y a la question du gouvernement qui est une bête, comme on pourrait dire. De votre point de vue, comment est-ce que le Pakistan définit ses règles additionnelles, la responsabilité entre les provinces, le niveau fédéral?
quels mécanismes avez-vous pour assurer que ces cadres interopérables soient bien gérés et qu'ils soient durables dans le temps? Bueno, la interopérabilité technique est seulement une petite partie. Dans plusieurs manières, l'interopérabilité est en général une question de gouvernement. L'interopérabilité et la technologie fait 10%. 90% c'est la question des gouvernements. Ils ne sont pas seulement les développeurs, mais il y a les institutions. Au Pakistan, c'est important en particulier parce que vous avez parlé des responsabilités qui sont distribuées entre le niveau fédéral et provincial. Les institutions fédérales ont les registres nationaux et les provinces, de l'autre côté, sont responsables des programmes de protection sociale et la distribution. Ils gèrent leur propre système d'information et de bénéficiaires. Alors, la question est comment est-ce que nous permettons l'échange de données selon les mandats, la redevabilité. C'est comme ça que DCI a été très utile pour les projets ASP et pour nos partenaires et pour nous permettre ces débats entre les gouvernements par rapport à l'harmonisation des données, les consentiments et les responsabilités légales. Nous travaillons avec les partenaires pour passer de partage personnel ou informel jusqu'à la question institutionnelle. Cela permet l'utilisation des démos, les groupes de travail technique et une définition des rôles entre la custodie des données. Les institutions peut-être permet que l'utilisation des données soit définie de manière claire. Mais l'échange doit être géré par des règles claires. Quelles données sont partagées pour quel objectif, pour quel processus, avec quelle sauvegarde et avec quelle autorité. Pour la durabilité à long terme, la clé est la institutionnalisation. Les standards ne doivent pas rester, mais ils doivent être insérés dans les ASP selon des accords. Oui, mais de notre point de vue, la plus grande contribution de l'approche DCI est qu'il fournit un langage commun qui aide aux équipes techniques et aux législateurs à s'asseoir autour de la même table pour débattre sur l'interopérabilité. Non seulement comme une question d'informatique, des fois, c'est le cas, mais comme une question d'agenda, de fourniture de services et de gouvernance. Le mot institutionnalisation est critique, essentiel ici. Alors, passons maintenant au Giorgio et Jorge et Pedro pour que vous ouvrez le débat sur la durabilité à niveau institutionnel. Pour le faire, comment est-ce que nous pouvons le faire long terme? Les politiciens changent, n'est-ce pas? Du point de vue opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire selon les standards DCI? Comment est-ce qu'on permet les futurs de ce programme à long terme? Merci, Mohamed. La valeur finale des standards DCI est de continuer. Alors, ils disent, même si on change le logiciel, les données vont rester et vont continuer à parler le langage DCI isolant le flux technique. Nous protégeons les données des difficultés opérationnelles. Les familles reçoivent leurs bénéfices de manière plus rapide, en dépit des changements institutionnels. Merci, Jorge. Et maintenant, nous passons à la mine pour clôturer avec la dernière question sur le Sénégal, qui est pas loin de ce que nous venons de dire, mais par rapport au système legacy ou la gestion des informations, comme il y avait dans l'étape antérieure, qui ne sont pas tellement actualisés, les systèmes existants. Comment est-ce que on peut construire ce système DCI
ou Alors, de en fait, c'est systèmes un existants? défi important parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des systèmes qui ont été mis en œuvre sont des systèmes, voilà, assez vieillissants et qui ne, voilà, il y a un legacy qui est assez lourd. Bon, ce sera nécessaire forcément d'adapter les systèmes, ne pas les refondre de zéro, mais vraiment d'adapter les systèmes, voir voilà quelle passerelle mettre entre ces systèmes-là pour vraiment garantir leur fonctionnement. L'idée n'est vraiment pas de refondre tous les systèmes, de reprendre tous les systèmes de zéro, hein. L'idée, c'est vraiment d'adapter la couche interopérabilité pour en œuvre, notamment via un middleware, par exemple, qui leur permettrait de communiquer entre eux. Voilà. Thank you so much, Lamin. Thank you so much, George, and also Dom for this kind of great and Merci Lamine, merci Jorge, et pour avoir montré les approches des différents pays, des différents continents. Cela montre l'importance. Comment cela nous permet d'utiliser toutes les possibilités dans les différents systèmes. On va arriver vers les leçons à tirer, les commentaires des différents présentateurs. Nous avons des grands panélistes. Il y a quelques leçons à tirer. Les écosystèmes unifiés tels que les standards de PG, que ce soit MOSIP, OpenCVRS, OpenGTOP, OpenSPP, OpenEMIS, agissent comme des briques, des blocs de construction qui nous permettent d'éliminer cette difficulté qu'ont beaucoup de pays utilisant les DPI qui est essentiel. Il est extrêmement important de mettre en place ces écosystèmes unifiés pour permettre au pays cette possibilité d'interagir. Comme nous avons parlé avec les différents pays, c'est important d'avoir l'accès libre et les schémas des données qui soient transparents et disponibles pour tout le monde. Vous trouverez les liens ici. Si vous entrez dans notre site de Social Protection spdci.org, barre technique standard, vous verrez tout ce qui pourra vous aider dans la préparation, dans le programme que vous gérez. Réseau de partenaires, voilà l'une des forces clés. Nous avons des conseils techniques actifs, d'un soutien à la mise en œuvre. Nous avons la Banque mondiale, GIZ, la OIT, FIAP et Expertise France. C'est très bon d'avoir cette institution et les pays qui peuvent partager les connaissances et leurs expertises. Finalement, des cadres opérationnels. Vous avez accès à la guide de meilleures pratiques DCI et au cadre de gouvernance pour ne pas les faire vous seul. Vous aurez tous les cadres dont vous avez besoin. Et il y a les moyens de communication pour que nous vous aidions pendant votre trajet. Merci de votre attention, de votre énergie. Et si vous voulez apprendre de plus sur ce que nous faisons, voilà les informations. Vous nous visitez dans notre site Internet ou vous pouvez nous envoyer un email pour nous consulter et aussi vous pouvez nous contacter dans nos réseaux sociaux. Merci et ayez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée.